tout le monde a tort dans ce sens que on ne s'est pas donné suffisamment de temps et de moyens pour aller vers ce que j'appellerais une compréhension commune de ce qu'est l'accord d'Arusha. Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est, c'était un accord. Quand vous l'analysez, quand vous savez le contexte, ce n'était pas pour mettre fin à la guerre. C'était pour mettre fin au clair de leadership entre ceux qui se chicanaient pour diriger le Burundi. C'était une occasion pour certains de partager les dividendes politiques en se distribuant des postes, pas pour mettre fin à la guerre. Parce que s'ils voulaient mettre fin à la guerre, ils auraient dû écouter le CNDD-FDD, ils auraient dû écouter le FNL de Rwasa à l'époque, ils auraient dû d'abord se rendre à l'évidence que signer un accord de paix sans parler avec les forces militaires qui se faisaient face sur le terrain, c'était se mentir sur toute la ligne. Maintenant, il y avait évidemment une donnée qui dépassait tout le monde, c'est l'implication de la communauté internationale. Le fait de savoir que le 28 à Arusha, la Tanzanie a accueilli ce que l'Afrique n'avait probablement jamais connu en termes de projection diplomatique. Le président de la première superpuissance mondiale, Bill Clinton à l'époque, a débarqué là-bas avec son Air Force One. Et tous les pays occidentaux qui considéraient qu'ils avaient de l'intérêt dans la région étaient présents. Toutes les organisations internationales, commencées par les Nations Unies, puis par l'Union africaine, qui s'appelait encore l'UA, l'Organisation de l'Unité africaine, sans parler évidemment de l'Union européenne. Tout le monde était là. Tout le monde avait les yeux rivés sur le Burundi. Et puis, la catastrophe rwandaise avait instruit la plupart d'analystes internationaux et tout le monde avait dit, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'autre Rwanda dans la région des Grands Lacs. Mais là où moi j'étais en désaccord avec eux, c'est que même en disant comme ça, ils pratiquaient du deux poids, deux mesures et oubliaient l'essentiel. Ils oubliaient l'essentiel parce que, par exemple, quand ils étaient en train d'approcher le problème des réfugiés, quand un diplomate, par exemple, de l'UA parlait des réfugiés en Afrique des Grands Lacs, il y en a qui s'apitoyaient avec raison sur, par exemple, le sort des réfugiés rwandais qui étaient les plus anciens d'Afrique, ce qui est vrai. Mais en même temps, il passait délibérément sous silence le sort des réfugiés burundais. Ce deux poids, deux mesures dont je parle n'a pas été analysé. Le deux poids, deux mesures aussi, qui fait que quand vous parlez du Congo, des problèmes que le Congo a aujourd'hui, à cause de l'invasion de pays voisins, quand à Genève, dans les milieux des droits de l'homme, on est en train d'en parler, moi j'ai souvent eu l'impression qu'ils sont très compréhensibles vis-à-vis des douleurs subies par le peuple rwandais à cause du détestable génocide qui s'est déroulé là-bas, mais il y en a qui n'ont que faire quand vous leur parlez du Burundi. Donc, il y a tout ça qui a pesé sur Arusha et les mensonges que les signataires d'Arusha les rattrapent aujourd'hui. Il y en a qui ont signé l'accord en émettant des réserves importantes, mais moi je les entends, à l'IPRONA par exemple, mais je les entends aujourd'hui parmi les premiers qui prennent le drapeau pour dénoncer la non-application de certains principes d'un accord sur lesquels ils avaient mis des réserves et ils ne nous ont pas encore dit si ils étaient partisans ou pas des réserves exprimées il y a 17 ans. Ça, j'entends pas. Tout comme je n'entends pas les autres signataires qui ont exclu délibérément les vrais protagonistes du terrain parce que ces protagonistes avaient été soupçonnés de leur porter de l'ombrage. Tant qu'on n'arrive pas à débattre de ces questions, nous rendre compte que ça a apporté préjudice aux intérêts de tout le monde. Regardez un exemple. Sur la question commission vérité et réconciliation, par exemple, l'accord d'Arusha a dit qu'il fallait mettre en place cette commission 6 mois après la mise en œuvre de l'accord d'Arusha. Est-ce que vous avez vu que la commission, on ne l'a eu que 13 ans plus tard? Mais personne, je n'entends personne nous expliquer pourquoi on a dû passer 13 ans et les concernés eux-mêmes ne le disent pas parce que non seulement c'est gênant, mais en plus, il y a une espèce de conspiration du silence.
Et beaucoup de gens restent silencieux sur la question, comme si ce n'était pas une vraie question. Ça, c'est de la conspiration. Ils auraient dû aujourd'hui, dans l'intérêt de tous, d'abord clarifier toutes ces zones d'ombre. Parce que on voulait qu'en 2005, les dirigeants qui seraient élus, les députés par exemple, soient des dirigeants politiquement propres, rendus politiquement propres par le travail de la commission Vérité et Réconciliation. Or, cette commission n'avait pas lieu et on ne voyait même pas qu'il y avait des perspectives de la créer un jour. Il y a aussi un autre non-dit sur lequel il faut revenir. Je n'ai pas l'impression qu'on a interrogé les acteurs principaux qui ont rédigé l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a été rédigé pour l'essentiel par un expert suisse qui s'appelle Thomas Julian Oettinger. Oettinger était professeur à l'université de Fribourg et était chercheur d'un institut qu'on appelle l'Institut du fédéralisme suisse. Ce monsieur Julian Oettinger a écrit 80%, peut-être plus, de l'accord d'Arusha, y compris même de la constitution de transition. Mais que je sache, il n'y a personne qui a organisé, ne fût-ce qu'un petit atelier ou un séminaire scientifique pour savoir, mais l'article 96 qui divise, l'article, je crois, 102 qui divise, et qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi vous l'avez écrit comme ça, si c'est vous qui l'avez écrit? En ce moment-là, l'expert pouvait expliquer ce qu'il en savait. Ce sont ces gens-là qui sont censés nous expliquer pourquoi ils ont mis des pièges dans un accord qui était censé être un accord réconciliateur. Alors, pour traverser les vagues soulevées par cette situation, il faut retourner aux témoins et aux acteurs que nous considérons comme les géniteurs de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Tant qu'on n'a pas encore fait ça, on va toujours discuter, les gens vont toujours se jeter la pierre, mais les gens vont oublier qu'ils partagent les responsabilités de se réclamer d'un accord sur lequel ils ont des vérités non encore élucidées. Tant qu'on n'a pas encore clarifié cette situation dans le contexte du processus de vérité et réconciliation, tant que nous avons des gens pour mettre les bâtons dans les roues de la CVR actuelle, nous nous en sortirons difficilement. Si moi j'avais le pouvoir de décider quoi que ce soit, j'inviterais les acteurs signataires à se rencontrer autour d'un dialogue, pas pour négocier des postes.